Bonjour à tous et bienvenue dans La Légende. Dans La Légende, c'est l'émission qui retrace l'histoire de la pop culture, mais également de vos émotions. Et aujourd'hui, croyez-moi, il va y en avoir. C'est une émission spéciale puisqu'on va parler de la légende Dragon Ball. Et pour cette émission exceptionnelle autour de Dragon Ball et son univers impitoyable, nous avons des invités tout aussi impitoyables. Léo et Max de la chaîne DB Time et de votre chaîne personnelle, exactement. Vous êtes vidéastes, un duo inséparable, j'ai envie de dire. Ça fait plaisir de vous avoir avec nous en plateau. Merci. Plaisir partagé. Plaisir partagé, en tout cas. Ça fait plaisir. Vraiment, je suis content puisque on s'est croisés sur divers événements, mais on n'a jamais eu l'occasion de faire une émission ensemble. Ça, c'est vrai. Et ben, c'est la bonne occasion. Ah là, elle est parfaite, là, dans un décor qui nous parle. Fabuleux. Voilà. Et nous avons le chef avec nous, le chef otaku, vidéaste, mangaka, philosophe des temps modernes 2.0, 3.0. Bienvenue. Oracle cosmique aussi. Oracle cosmique. Alors oui, mais nous ne faisons pas la promotion des sectes. D'accord. Donc voilà. C'est dommage. Bienvenue. Très content de t'avoir avec nous aussi. Très content d'être là. En même temps, j'aurais été un peu vexé de ne pas être invité. Ouais. C'est Dragon Ball. Voilà, c'est un peu la base. Hein. Donc, voilà. Toi, sur ta chaîne, t'en parles beaucoup également. Faut bien faire des vues. Voilà, la passion, comme on dit. Hein. Oui, alors, c'est vrai que Dragon Ball, c'est un sujet qui déchaîne les passions déjà depuis plusieurs décennies, on va dire. Et avec l'apparition des nouveaux médias tels que YouTube, ça a permis aussi l'émergence de plusieurs talents pour faire différentes thématiques autour de ce sujet. Donc on ne pouvait pas passer à côté, tout simplement parce que Dragon Ball, eh bien, c'est la base. Incontournable. Voilà. Mais avant la base Dragon Ball, derrière Dragon Ball, il y a un génie, il y a évidemment le papa Akira Toriyama. Donc voilà, Akira Toriyama, qui donne peu, voire pas d'interviews, qu'on ne voit très peu publiquement. Enfin voilà, maintenant il est reclus. J'aimerais qu'on revienne un petit peu derrière cet homme, puisque c'est l'homme qui va déclencher des vagues de joie et d'émotion dans tous nos cœurs et dans des millions d'autres. Revenons un petit peu sur qui est Akira Toriyama avant qu'il arrive à la création de ce chef-d'œuvre qui est Dragon Ball. À la base, il travaillait dans la publicité. Et il se prédestinait absolument pas à être mangaka, c'était vraiment pas son truc. Il lisait assez peu de mangas et c'est finalement, en participant à un concours, il s'est dit, bon, je peux avoir un peu d'argent, un peu de thunes dans le... Je te trouve bien gentil, parce qu'en fait, on va dire, t'es bien gentil avec tonton Toriyama, parce qu'en fait, c'était un peu un glandeur. Hein, ouais, il est arrivé en retard, effectivement, et du coup, il s'est dit, c'est pas du tout un métier fait pour moi. Voilà. Travailler dans la publicité, c'est absolument pas ce que je veux faire. Il était au chômage quand il voit ce fameux concours. C'est ça. Il passait son temps à boire des coups, ça tu le valides, ça. Hein. Tout à fait. Il buvait des coups dans un café. C'est ça. Puis, et il a vu ce concours, il s'est dit, je vais participer. Il a envoyé donc ses travaux. Il n'a pas été, il n'a pas eu de récompense, mais il a été repéré par donc Kazuhiko Torishima, donc son éditeur, historique, si je puis dire. Une légende aussi. J'ai eu l'occasion d'interviewer et qui nous a raconté plein de choses sur. Il y a de belles anecdotes. Des beaux trucs à dire. Ouais, on va en parler. C'est très sympa. Avec cet éditeur qu'il a suivi pendant des années, justement, il l'a motivé à envoyer d'autres planches, et c'est comme ça que ça s'est fait. Ils ont eu un lien très particulier, très fort dès le début, et il a finalement eu quelques publications ensuite, et ça a mené à son premier succès dont on va certainement parler tout à l'heure, Dr Slump. Ouais. Oui, évidemment. Ouais. Et puis avant, là, t'as été un petit peu vite en besogne, j'avoue. Parce que on le disait, les mecs passaient son temps à boire des coups au café et à fumer, ce qui n'est pas bon pour votre santé, je vous le rappelle. C'est important de le dire. C'est important de le il dire. empruntait de l'argent à ses parents et en fait, comme tu l'as dit, il n'aimait pas forcément le manga, il n'en lisait pas ou peu. Et puis, c'était pour lui, en fait, une occasion. Ce qu'il aimait bien, c'était dessiner, en vrai. Il n'aimait pas forcément le manga. C'était une occasion, voilà, d'essayer de faire un petit peu d'argent et de trouver un taf. Voilà. Et quand... toi, tu sais ce qui se passe quand il arrive avec ses premières publications, comment c'est reçu déjà ? Pas du tout, en fait, parce que moi, je m'intéresse pas trop au bonhomme, je m'intéresse plus à l'artiste. Et ça, c'est beau.
Je vais laisser les spécialistes en parler quand il faudra parler un peu artistique, un petit peu. Voilà, lui, c'était juste boire des coups qui l'intéressait hein, dans la Victory. Artistes sont deux alcooliques, il faut le savoir. Non, pas du tout, c'est faux. Ne l'écoutez pas, les C'est enfants. prouvé. Donc oui, comment sont reçues ses premières œuvres? Bah, au début. Parce qu'il a des inspirations très... comment Beaucoup de dirais-je références à Star Wars. Beaucoup de C'est références ça la à Star Wars. problématique. Après, ses premières écritures n'ont pas eu un succès phénoménal. Donc, il y a eu plusieurs échecs, un premier, un deuxième, etc. On est arrivé sur Dr. Slump, et effectivement, il y avait une écriture qui avait été faite. Et à la base, on avait du coup Sembe Nolimaki qui devait être le perso principal, et on avait Alale qui était celle qu'on connaît, c'est le petit robot voilà, qui était censé être à côté. Et il a eu aussi des conseils de dire, bon, ça serait bien que Alale devienne ton perso principal. Au début, tu n'es pas forcément pour. Et dès lors qu'il a fait un petit peu de changement à ce niveau-là, ça a commencé à prendre. Il y a eu ce succès. Et après, bon, voilà, Dr. Slump, c'est son premier gros carton. Ouais, avant, Et- c'était une série qui s'est inscrite dans le temps. Ouais. Avant, il était plus dans du one-shot. Voilà. Ouais, il a toujours aimé ce style-là. Et après, il a été récompensé du Shokugan manga. Donc, voilà, c'est un award très, très prisé. Ensuite, il a voulu tenter autre chose. Tu disais, il y avait des inspirations. Donc, il a tenté aussi des inspi à la Jackie Chan, parce qu'il adorait regarder tout ça. Alors, au-delà d'adorer, c'est que quand il dessinait, il regardait tout le temps, c'est ce que Torishima nous racontait, c'est qu'il regardait tout le temps des films de Jackie Chan. Il se passait les films. Tout le temps. À tel point que ce que Torishima nous racontait, c'est que sa femme, elle en avait marre. Sa femme, elle en avait Ah ouais, marre. c'est un fan. Elle voulait casser la télé. C'est un fan, Donc, c'est un super gros et fan. parfois même, ça pouvait être le même film à l'époque de la VHS après, ça pouvait être le même film en boucle. Il regardait, où il dessinait, juste c'était en fond et voilà. Donc les inspirations de Jackie Chan, évidemment, on va les retrouver plus Ensuite, tard. Hein, ouais. voilà. Ouais, bien sûr. Mais c'est pas de là qu'est né tout de suite Dragon Ball. C'est-à-dire qu'avant, il y a eu Dragon Boy, où il a mixé justement cette inspiration de la pérégrination vers l'Ouest, hein, donc Sayuki, Oui. et en même temps, Donc, cet on inspi rappelle, Jackie c'est Chan. un conte chinois dont Ouais. est inspiré Dragon Ball. C'est aussi appelé Le Voyage en Occident, Ouais, c'est ça. qui reprend des bases vraiment communes avec l'histoire de Dragon Boy d'abord, hein, Ouais, tout à de fait. Dragon Boy, qui est avant Dragon Ball, et de Dragon Ball. Donc c'est-à-dire notamment, c'est l'histoire un petit peu d'un enfant singe. Voilà, ils ont voulu un petit peu reprendre ce personnage, on va dire. À la base, même pour revenir à Dragon Ball, Goku devait être un singe. Voilà, et finalement, il l'a fait en homme, mi-singe. Et donc, il reprend voilà, ce conte chinois. Ouais, il y a plein de symboles de toute façon qui sont repris. On a la princesse qui en gros va devenir Bulma que l'on connaît. Il y avait, on avait déjà aussi Yolong. des objets. Il y avait Yolong, ouais. le Quintone, donc le nuage qu'on retrouve aussi dans les deux choses. Donc il y a beaucoup d'inspi effectivement. Mais c'est pas Dragon Boy qui va décoller, et c'est que quelques années après. Parce que là, que Dragon Boy, Ball on va- est combien de temps avant Dragon Ball? On est environ, si je dis pas de bêtises, un an et quelques. Il fait Dragon Boy et il fait les grandes aventures de Tongpu. Qui est aussi une base Grosse pour inspiration Dragon Ball. pour Dragon Là, Ball. les deux, vraiment, tu mets le doigt sur quelque chose, c'est-à-dire Dragon Boy, pardon, voilà, pas La plus confondre, hein. révélateur. Et ce one-shot aussi, hein, c'était un one-shot Ouais, également. Tongpu, il me semble que c'est en 2 chapitres, si je dis pas de bêtises. Et là aussi, on va retrouver un personnage de Bulma Ouais. physiquement, dans son C'est truc, ça, ouais. mais pas dans sa tête, en tout Ouais, cas. une jeune fille caractérielle, jolie mais caractérielle, qui va se faire enlever, que le héros, le jeune héros, donc un jeune garçon, va devoir sauver, qui a une force extraordinaire. Et on retrouvait aussi un système un peu qui va inspirer les capsules Hoi Poi, donc ce système où on peut miniaturiser des objets finalement. Le système est différent dans Tongpu, mais grosso modo c'est ce qui va ensuite arriver dans Dragon Ball. Donc c'est vrai que c'est un mix. Et donc là, Dragon Boy, je vais jamais y arriver. Dragon Boy et ce manga, on est en combien de temps avant Dragon Ball? On est environ un an avant. Ouais, un peu On est avant. environ un an avant, ouais. Dr Slump se termine et en fait Toriyama est pressé de commencer un nouveau manga avec un personnage masculin comme personnage principal. Mais il a dans l'idée de le faire accompagner dans sa quête d'une jeune fille. Et il va partir sur cette jeune femme, jolie, caractérielle, agaçante, attachante, peut-on dire même. Ah, elle est relou. Franchement, Bulma, tout Dragon Ball et même après, elle est relou. Elle se calme quand elle a Trunk, hein, on va Ah, pas se c'est mentir. Mais avant, elle est très très relou.
Franchement, vraiment. Ouais. Et voilà, elle est là. Voilà. C'est-à-dire qu'elle aime bien crier sur les gens sans raison. Bah, c'est la petite princesse aussi. Ah, c'est ça. C'est une fille de grands scientifiques, fille de riches aussi. Voilà, c'est quand même la plus grosse fortune de Dragon Ball. Donc, ouais, un peu fille gâtée, et ça se ressent dans son comportement. Où, voilà, tout lui est dû un peu, et tu lui opposes pas résistance un peu, tu vois. Ouais, Donc, voilà, c'est ça. Tout lui est dû. c'est T'as un peu ça. bien résumé. Ouais, c'est hein. un peu l'idée. Ouais. Et donc, on se retrouve avec un héros masculin en la personne de Goku. Ouais. Et un héros féminin, une héroïne, en la personne de Bulma. Ouais. Et donc tout ça, ça vient du brouillon, entre guillemets, si je ne veux pas manquer de respect à ses œuvres précédentes, mais ça vient de là. Ça veut dire qu'en fait, Toriyama n'avait pas vraiment dans l'idée de faire Dragon Ball à la base. Bah, oui, c'est ça. Il s'est essayé à plusieurs essais. Il avait même pensé, tu l'as dit tout à l'heure, faire de Goku un garçon singe à la base. Puis finalement, ça a été corrigé. Bulma devait s'appeler Culotte à la base. Donc, Vraiment culotte. ouais. C'est pas une traduction ou quoi, Bah, culotte. Panty, en fait. Donc, D'accord. voilà. Ok. Bon, en même temps, ils ont appelé son fils Trunk. hein. Bah, en fait, toute leur famille caleçon. s'apparente aux sous-vêtements. Voilà. donc, Donc, et Ça, c'est des thématiques que Toriyama va reprendre. Toriyama Ah ouais, adore. ouais. Mais déjà dans Dr Slump, à prendre des noms farfelus, des noms de couleurs, des noms d'objets pour ses personnages, il le faisait beaucoup, il l'a toujours fait. l'humour à la Ah ouais. Toriyama, c'est quelque chose. Et c'est Ouais, ça. ouais. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il est dans une période où il est dans le gag manga. Ouais. Il est dans le gag manga depuis ses débuts, de toute Ouais. manière. On ne l'a pas dit tout à l'heure, mais quand il a envoyé ses premières planches, il avait le choix entre faire 15 pages pour un gag manga ou 30 pages pour un manga plus sérieux. Qu'est-ce Il qu'il s'est a dit, fait Voilà, qu'est-ce qu'il a fait je Alors, ne il y veux a pas moins- faire 30 il y a moins de ça pages à va. faire, ça Voilà. Donc il a fait 15 pages, il a envoyé ça, son gag manga, et ça a commencé comme ça. Et puis c'est vrai qu'il est resté longtemps dans le gag manga. Dr Slump, il y a eu les histoires courtes, tout ça. Bah, même Dragon Ball, en fait, les débuts Et de le Dragon tout Ball début, ouais. sont un peu plus gaguesques, entre guillemets, avec Kame Sennin, avec les situations un peu farfelues. Et c'est vrai qu'il y a un vrai changement radical dans Dragon Ball. Le plus puissant, c'est au moment où Piccolo Daimao arrive, Ouais. où on a la mort de Krillin, son meilleur ami. Et là, on passe Krillin dans la quelque VF, chose- petite Krillin, précision. voilà, Ouais. on appelle ça Krillin, mais Krillin dans la VF, effectivement. Là, on passe un cap. Là, on a une vraie menace, Piccolo Daimao, qui menace la Terre. Et il y a un enjeu, il y a des morts, il y a quelque chose de plus lourd. Et c'est à partir de ce moment-là où Dragon Ball apporte quelque chose de moins léger, peut-être, Oui. que ce que l'on avait avant. Et Un peu comment plus s'explique justement Ouais, non, t'es pas d'accord Bah moi, pour moi, ça commence à changer vraiment à l'arc du ruban rouge, moi, plutôt. Bah, tu vois, j'avais C'est ça en plus, tête aussi. Mais il n'y a pas de déclencheur avec Il y a pas de la mort mort, d'un ami. Pareil, quoi, je sais pas. Il arrive, il bute le père du pas. Je suis d'accord. Ah oui, c'est Ouais, vrai, il y a c'est tout. vrai. Mais c'est c'est une vrai. menace qui reste, quelqu'un entre qui a un guillemets, coup pas de langue. extraterrestre, tu vois. C'est Ah, c'est ouais. une menace Ouais. Pas qui plane sur surnaturelle, Terre, mais- c'est comme une armée, c'est des choses que tu peux retrouver Combattre, sur Terre. Et d'ailleurs, aujourd'hui, cette tu vois. armée du ruban rouge, on retrouve une armée un peu similaire dans le conte original de Le Voyage en Occident, où il y a des ennemis qui peuvent s'apparenter à ça. Là aussi, on a encore une inspiration très marquée. Et est-ce que vous avez une idée pourquoi, justement, il y a ce switch? Pourquoi Toriyama passe de situations plus gaguesques, comme tu disais, quelque chose énormément centré sur l'humour, à finalement, on devient quelque chose qui est plus centré sur l'action et qui devient, au-delà de l'action, quelque chose même avec des enjeux plus importants et peut-être plus durs, hein, on va le dire. Il faut dire aussi que Dragon Ball, étant publié dans le Weekly Shonen Jump, il y a l'influence beaucoup des lecteurs. Et c'est, On le rappelle, ils votent toutes les semaines. votent toutes les semaines Il y pour a un leur petit manga, questionnaire à la fin du Weekly Shonen Jump. Je vais vous montrer d'ailleurs ici. Alors celui-là, je peux préciser, c'est une exemplaires. relique, ça. Ouais, c'est une relique. C'est une relique puisque c'est le tout premier Weekly Shonen Jump qui est sorti donc fin 1984 Sur Dragon Ball. sur Dragon Ball. Donc le premier chapitre Dragon Ball est dans ce Weekly Shonen Jump et c'est l'un, et si ce n'est le plus onéreux de tous les Weekly Shonen Jump et surtout dans cet état-là. Bah, Donc, je suis très content, c'est un cadeau oui. qu'on vient de me faire. Ça J'en garde-le suis bien, c'est une vraie très pépite. très heureux. Merci beaucoup. C'est mon associé qui me l'a offert. Je suis très très content. Merci beaucoup. Donc voilà, ça paraît là-dedans. Et à la fin, il y a un petit questionnaire que les gens remplissent pour dire si oui ou non ils ont aimé le chapitre en question, les à quelques fait. pages.
Et au tout départ, Dragon Ball ne se prédestinait pas à un tel succès, puisque on a le premier arc de la recherche des Dragon Ball, voilà, qui se fait naturellement. Toriyama ne sait pas s'il va continuer, d'ailleurs, Dragon Ball, en tout cas, combien de temps, tout du moins. Il se dit... Il espère le moins possible. Ouais, il se dit, il est je vais toujours dessiner encore dans son... Si je dessine un an, ça va. Et puis finalement, il y a ce tournoi qui va débuter le 21e du coup Tenkaichi Budokai, et son éditeur dont on parlait tout à l'heure, Torishima, l'aiguille et lui donne des conseils, et notamment pour la création d'un personnage dont on parlait tout à l'heure, donc Krillin, en version française, Krillin, qui va apparaître comme un rival pour Goku au début et qui va devenir son meilleur ami. Et c'est sous les conseils justement de son éditeur qu'il crée ce personnage, parce qu'il trouvait le personnage de Goku un peu fade. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Ah bah voilà. On parlait de meilleur ami de Krillin, voilà. Mais oui. Comment ça va? On ne Ça va pouvait bien pas parler Dragon Ball sans que tu sois là. Ben, je me suis un peu invité. Ouais. On va pas mentir, c'est un peu vrai. Je tiens à dire que je suis extrêmement fan de Dans la légende. Merci. Que c'est un honneur pour moi d'être dans cette émission. Merci. C'est un honneur d'avoir une chaîne de télévision pour faire ce genre d'émission. Je suis très très fier. Bah, merci de nous donner la parole. Voilà. Je regarde beaucoup les vidéos du chef. C'est normal, je suis très content de te voir. Voilà. La passion, elle est là. Et DB Times, Max et Léo, c'est un peu mes héros. Alors, il faut dire la vérité, Merci c'est qu'il m'a dit je veux absolument être là quand il savait que vous étiez tous les trois mais vraiment. avec nous. Vraiment, je ne mens pas. Ça fait Je plaisir. regarde vos lives et tout. Hein. C'est vrai. Mais ouais. Ah, merci, Moul. J'ai regardé le dernier sur le Jump Fiesta et les annonces là. Après, on se fait la bise. Trop de trucs, hein. Là, on est en plateau. Voilà. Je sais pas si on peut trop le dire. Voilà, c'est une émission avec beaucoup d'amour Ouais, c'est vrai. Et c'est super raccord avec ce que tu disais. C'était l'apparition de Krillin, qui est d'abord un rival. Et comme on est dans un shonen, les rivaux deviennent évidemment amis. des amis. Donc c'est là où il y a le switch important dans l'histoire. Tu veux nous rejoindre? Tu veux Allez, je vais prendre mon siège de clic. Viens. Je vais avoir l'air d'être tout petit face à côté de vous. Regarde, change ta casquette, j'ai une casquette spéciale pour toi. Dominique qui était là, mon pote. Voilà, c'est la joie du direct. Ouais, comme ça. Tiens, Alors. Mouloud, regarde, j'ai une casquette Allez, pour Mouloud. toi. Regarde. Très bien. Allez hop. Ça va, on peut parler ensemble, c'est bon? Voilà. C'est super. Comme ça? Voilà, super cool. Donc on en était à l'apparition du personnage de Krillin, Ouais. qui va changer beaucoup de choses dans Dragon Ball. Ça va être un élément qui à la fois va servir de meilleur ami à Goku, mais aussi de déclencheur à de nombreux égards, puisque on va avoir un Goku qui va du coup être beaucoup plus sérieux, puisqu'il va y avoir une vengeance aussi pour Piccolo Daimao, et c'est aussi lui qui va être à l'initiative de la transformation en Super Saiyan dans l'arc Namek. Je Voilà. vais un peu plus loin, mais Ouais, il est aussi cet élément déclencheur, parce que l'amitié très forte qu'ils auront développée durant toute la première partie de l'œuvre va se concrétiser en un climax face à C'est Frieza. un peu triste que la seule intérêt du perso, c'est qu'il meurt à un moment donné. En fait. C'est un peu dommage. mais, Après, Alors, c'est le pas pire, sa seule hein, utilité. d'accord avec toi, C'est pas sa seule utilité. Ah mais- non, mais c'est comment il le définit après. L'intérêt de Krillin, pour moi, c'est d'expliquer que c'est pas la quête de puissance l'important dans Dragon Ball. Complètement. C'est d'être fidèle avec ses amis, qu'ils soient plus faibles, qu'ils soient plus forts, qu'ils soient différents. Et Krillin, il symbolise ça dans l'évolution de Goku, en fait. Déjà, Ouais, il n'a pas de exactement. nez, donc il est complètement différent. Ouais. Il n'a pas de cheveux. Et en plus, alors, attention, parce qu'au départ, il y a un truc que je tiens à peut-être tirer encore plus, c'est la quête de puissance. C'est qu'à la base, Krillin, il est archi puissant, en fait, Oui, mais en tant qu'humain. ça représente aussi une autre quête qui est plutôt la quête de Vegeta que celle de Goku, c'est la quête d'humanité. Et Krillin, c'est le seul humain qui tient la route dans Dragon Ball. Et il suit Goku, il l'accompagne dans tous les combats. Donc Ouais. du début, quasiment jusqu'à Enfin la bon, il y en a beaucoup, il essaie de se barrer. Hein. Yamcha plus. Ah non, Krillin aussi, il essaie de se barrer avec Gohan Et dans l'arc encore- Namek. encore dans la quête d'humanité que symbolise Krillin, c'est lui qui a humanisé un cyborg sur une fille. Bah, je pense que c'est vraiment son rôle à Krillin dans Dragon Ball, c'est ça. C'est en fait le côté humain, comme tu dis, il est symbolisé parce que c'est un humain, mais c'est aussi lui qui va déclencher des émotions que les gens Exactement, n'ont pas forcément révélées de base. Exactement. Ouais. Quand il se transforme en Super Saiyan, l'assassinat de Krillin, c'est l'assassinat de la part d'humanité de Goku. Donc ça, C'est vrai. c'est quelque chose qu'il ne fallait pas toucher, en fait. Et je suis d'accord avec toi, et c'est pour ça que je précise ça tout à l'heure, parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui résument Dragon Ball en disant Dragon Ball Z. Et ce qui est dommage, c'est que tu ne vois du coup pas tous les liens
tout ce développement, pourquoi aujourd'hui Krillin et Goku sont aussi amis, tu sais pas qui est Tenshinhan, Yamcha, Bulma, quel lien ils ont eu, et c'est là où c'est super intéressant, parce que quand tu arrives dans Dragon Ball Z, tu comprends tout ce passif, tu comprends pourquoi c'est, comme tu le dis, la mort de son meilleur ami, le choc au temps, c'est un déclencheur, parce qu'il y a tout un passif en fait derrière, c'est la vie en fait, tout simplement. Bah, en fait, peut-être que Dragon Ball Z, les gens y ont été sans aller voir Dragon Ball de base parce que c'était de l'action et on comprenait tout de suite, comme tu disais, ça n'avait pas besoin forcément d'être expliqué. Mais les nuances et la profondeur que peuvent représenter certaines amitiés, certaines aussi, on parle de Krillin, mais il y a aussi Piccolo. Piccolo, bien Piccolo, sûr. c'est Là, il y a une statue qui est là, sur ce plateau, qui représente pour moi toute la philosophie de Dragon Ball, en fait. Oui, alors parce qu'on rappelle... C'est l'ennemi d'antan, prêt à se sacrifier pour l'amitié d'aujourd'hui. Je trouve que c'est le moment le plus beau de Dragon Ball, cette statue. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. En plus, c'est peut-être ma pièce préférée. Et puis, très honnêtement, on parlait tout à l'heure de certaines valeurs. Le shonen, dans toute sa splendeur, c'est quand même l'ennemi de Goku qui va élever son fils. Ouais. C'est vrai. C'est quand même fort. Et je suis d'accord avec Chef, parce que je regarde beaucoup les vidéos sur la passion sur Dragon Ball Super. Ce qui manque à Dragon Ball Super, c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'ils peuvent nous faire toutes les bastons qu'ils veulent, tous les tournois qu'ils veulent, mais il y a tellement pas d'humanité, il y a tellement pas de relations, d'interactions entre les personnages, qu'en fait, ils se retrouvent tous à être des caricatures d'eux-mêmes, et que c'est super de nous sortir l'enfance de Jiren à la toute fin. Mais en fait, on aurait aimé le savoir avant, et surtout, le rapport entre Vegeta et Sangoku, qui soit limité encore à un truc de compétition, bah ça... Mais c'est uniquement ça dans Dragon Ball Super. Est-ce que tu penses qu'on a perdu toute l'humanité qu'on avait dans Dragon Ball et Dragon Ball Z ? Bah clairement, parce qu'en fait Dragon Ball Super, ça prend plus de risques, ça cherche plus à raconter quelque chose, j'ai l'impression. Ça sert juste à faire des nouvelles transformations, à vendre des figurines. C'est du fan service. Même pas du fan service, parce qu'en fait les gens ils s'en foutent. Le seul fan service pour moi qu'il y a eu dans DB Super, en vrai, et qui était intéressant, c'était le début de Black Goku avec Trunks, quoi. Parce que après, honnêtement, on Moi, perd c'était l'arrivée de Tortue Géniale dans le tournoi. Je me suis dit, c'est trop cool. Oui, mais tu vois, ça n'a pas duré longtemps. Non. Mais on a des vraies carences. Là où Dragon Ball et Dragon Ball Z, il n'y avait aucune carence à ce niveau-là. Ça nous racontait, ça servait un propos. C'est-à-dire que l'action, elle servait toujours un propos. Et elle servait un propos qui avait été initié depuis Dragon Ball, depuis la base. Et j'aimerais qu'on parle d'un autre sujet qui me manque dans Dragon Ball Super, c'est les musiques. Il n'y a pas une musique au niveau c'est pas du tout dans le conducteur, de Dragon Ball et Dragon Ball Z. Pardon, excuse-moi. Non, mais moi, l'animé, c'est plus après, en fait. Tu me lances sur Dragon Ball. C'est dans la deuxième partie. Ok, alors là, c'est quoi le sujet ? C'est Dragon Ball, on n'est plus sur Dragon Ball. Magnifique, Voilà. je vous écoute. Donc là, on en était sur le switch, sur ce qui va changer la face et même au niveau du public, quoi. On parlait tout à l'heure du vote des publics. C'est que là, à partir du moment où il y a Krillin, les tournois, etc., on voit que le succès, il devient encore plus gigantesque. Premier tournoi et le succès ne fait que monter pour Dragon Ball et ça plaît vraiment aux lecteurs. Mais il y a une volonté de mettre à l'époque plus de bagarres dans Dragon Ball, d'enlever la comédie. Bah, ils ont vu que ça marchait. Donc, Torishima, c'est son éditeur qui était vraiment derrière Toriyama, parce que lui, il essayait encore une fois, on le rappelle, il essayait d'aller un petit peu au plus vite, entre guillemets, et il ne voyait pas sur la durée, etc. Torishima qui va inspirer le personnage de Piccolo Damayo. Et Torishima lui a dit, il faut un tournoi. En fait, il lui a dit, il faut complètement un tournoi. Et c'est quelque chose qui va rester après dans le manga shonen, c'est les tournois. C'est ça, à tel point que maintenant Dragon Ball est souvent associé au tournoi. On se dit Dragon Ball, tournoi d'arts martiaux, on se dit aussi transformation. Les tournois, c'est un peu le gimmick parfait dans les shonen, parce qu'en fait, t'as pas besoin de t'embêter à faire tout le background de tous les personnages, à expliquer pourquoi ils se battent. Ils se battent, et puis après, autour, tu peux broder. En fait, c'est un catalyseur un peu de l'esprit shonen. C'est-à-dire, tu prends un personnage, il est là, pourquoi il est là, on s'en fout, il faut juste le battre. Il y a aussi un ennemi ou une organisation indépassable, quoi. L'armée du ruban rouge. Dans Dragon Ball, c'est quand même... c'est cool. En plus, là, on voit où Toriyama se fait vraiment plaisir, c'est que là, il y met plein de références dans l'armée du ruban rouge. Parce qu'on l'a dit, c'était un grand fan de Jackie Chan, mais c'était également un gros fan, comme beaucoup de mangaka à l'époque, comme Ojo ou Hara. C'est un gros fan des actionneurs, des blockbusters des années 80-90. Schwarzenegger, même Stallone. Tu le retrouves. Et on a Frankenstein aussi. Enfin, voilà, tout le cinéma... C'est un mélange, je trouve, de Frankenstein et Schwarzenegger, le mec, quand même. Ouais, complètement. Mais ce qu'on a déjà, d'ailleurs,
dans Dr. Slump, Ouais. puisqu'on a des références à Superman direct, etc. Superman, Star Wars. Alors Star Wars, c'est son cheval de bataille. Star Wars, Comme il s'est fait recaler sur son premier Ouais. manga, puisqu'il n'a pas été publié Ouais. à cause de ça, parce qu'ils n'avaient pas les droits de Star Ouais, Wars. ils n'avaient pas le droit, ils Et ne c'est- pouvaient pas se permettre de faire un détournement de. Et de tout Star Wars. simplement, mais on parle de Star Wars, une référence directe à Star Wars, c'est c'est la tour- La non. réparation aussi. Oui, mais la tour Karine. Oui, tout Mais à oui, fait. oui, le masque, Ouais, c'est ça. la régénération, etc. Ça, c'est Star Wars. Et également la tour Karine. Qui ressemble à Bespin. Ouais, exactement. C'est complètement ça. Donc il a réussi à distiller ci et là des. Même des- les des véhicules, références. Toriyama est Mais oui. extrêmement fan de méca. C'est son plaisir, c'est de dessiner ça, parce que sa petite passion, il faut le dire, à côté dessiner le manga, c'est pas. Est-ce que c'est sa passion, c'est son métier, tout du moins. Sa passion, c'est les plats modèles. Donc c'est des modèles kits, c'est Des maquettes. des maquettes qu'il construit, et c'est souvent des chars, des véhicules, objets, ouais, des véhicules ouais. façon, de l'armée, tout ça. Et il en met beaucoup dans ses mangas. Et Il y a on en plein voit de beaucoup dans prototypes Dragon. de voitures de Toriyama qui ont été Ouais. utilisés par des vrais designers automobiles, en fait. Et en parlant de véhicules et de Star Wars, on a même le Land Speeder, le Land Speeder de Luke Skywalker qu'on retrouve dans Dragon Ball. Hein. C'est pas Yamcha d'ailleurs qui. Le Jet No Manga. Ouais. Avec Ok. Toto le lapin. Je me souviens, je l'ai lu. Non, Je me souviens, je l'ai vu. Mais je pose une question, mais cette inspiration Star Wars qui n'a jamais vu le jour, on peut la lire quelque part ou pas? Je sais pas si c'est disponible. Je pense que c'est oui, trouvable de les manière pages sont illégale. trouvables. Mais de manière légale, il me semble pas. Et de manière illégale pour aller direct dans les problèmes. J'assume le risque. Oui, de manière Le illégale, je signal. pense que c'est. En tout cas, moi, j'ai déjà vu la première planche. Ouais, j'ai lu le jeu aussi. Ouais. Je pense que tu pourras la trouver. Bon, vous m'enverrez un lien. Non, parce que c'est illégal. Très bien, vous m'enverrez pas de lien. Mais t'inquiète. Et voilà, tout ce succès, c'est au Japon. Hein. Et ça vit dans le Shonen Jump. Hein. Je le remontre parce que franchement, c'est une pièce Ouais, c'est magnifique. C'est sublime. Puis ces covers, on en parlait. Tu C'est parlais incroyable. de Mika, regarde, Voilà. c'est C'est incroyable. Là, C'est là, incroyable. encore mieux. On va l'avoir, nous également, en France, ce succès. Voilà, Dragon Ball va perdurer dans le monde entier, mais également en France, et ça va être le début d'une grande aventure. Alors, là, j'ai pas la réponse. Est-ce que non, je pense que j'ai la réponse. On a d'abord l'animé avant d'avoir le manga. On a d'abord l'animé avant C'est- d'avoir le manga, c'est C'est ça. une certitude, puisque à l'époque, le manga était encore super confidentiel, voire inexistant en France. C'est Dragon Ball qui va amener le manga en France. Glénat, Akira aussi. Jacques Glénat, Akira aussi, oui. Mais le manga, on va Oui, dire. ouais. Et en animé, ça arrive en quelle année en France Dragon Ball, 1900. en 1988. Ah, j'allais dire 89. En 88. mars 2 ans- 88, je crois. 2 ans après la sortie japonaise. À l'époque, ça arrivait finalement assez vite. On peut se dire, ouais, c'est assez tardif, mais finalement, comme les animés étaient achetés au kilo, hein, vraiment, au Japon, ça arrive assez vite. Et parfois, il n'y a qu'un an de décalage avec la diffusion japonaise. D'accord. Chose qui était assez rare à l'époque, parce qu'un an de Ouais. décalage, c'est pas si énorme. C'est pas énorme. Par contre, on va prendre du retard après sur Dragon Ball Z. Donc 88, arrivée de l'animé en France. C'est là-dessus qu'on va se laisser, puisque la deuxième partie sera évidemment plus consacrée à Dragon Ball Z et à l'animé, puisque c'est l'animé qui va faire tout exploser dans l'univers de Dragon Ball, Carrément. en tout cas en Occident Je peux rester en France, Un peu évidemment, avec plaisir. Merci. T'es chez toi en même temps, c'est un peu vrai. Merci beaucoup. De retour pour la deuxième partie de cette émission exceptionnelle consacrée à la légende Dragon Ball. Et là, on va un petit peu plus parler de Dragon Ball Z. Et avec moi, évidemment, un plateau de choix. Nous avons Mouloud Achour, Bonjour. président, directeur général du fan club de Dragon Ball et de Click TV, accessoirement. Très content de t'avoir avec nous encore pour Merci, très content d'être cette là. deuxième partie. Jérémy Trivax, membre actif de la communauté Dragon Ball, j'en perds Tout le mes monde mots. connaît Trivax. Oh non, faut pas exagérer. Ah, si. Non, non. Si. Je bidouille, je fais des petites choses. Ouais, allez, arrête. Trivax. arrête. On est Trivax. On est super content. Fédois qui est avec nous, traductrice officielle Dragon Ball. Je tiens officielle. Hein. Voilà, donc toi, tu es vraiment dans le cœur. Dans le texte, Voilà, au dans le cœur du texte. texte. Meilleur job. À proprement parler. On va en parler. On a beaucoup parlé du manga avant. On va également
parler énormément de l'animé, puisque on l'a dit juste avant la fin de la première partie, c'est l'animé qui va faire tout exploser en France. Mais toi, d'abord, j'ai envie de commencer avec toi, Fédois. Comment t'en es venue à devenir traductrice pour Dragon Ball? Parce que je pense que c'est un truc Tout le monde rêve de faire. Voilà, c'est un rêve pour beaucoup de gens. C'est un scénar de shonen, en fait, mon histoire. Au final, j'ai tellement porté ma passion pour Dragon Ball auprès de l'équipe de Glénat de l'époque. Il y a de ça presque une vingtaine d'années. Mais arrête, t'es super jeune. Non, c'est le maquillage qui fait ça. Sinon, c'est faux. À leur dire, ouais, ce serait bien de refaire une traduction de Dragon Ball. Elle commençait à déjà avoir une dizaine d'années à l'époque. Et donc, c'était une copine à moi qui travaillait chez Glénat à ce moment-là. Et elle m'a dit, ah bah tiens, tu veux pas t'en occuper de refaire la traduction de Dragon Ball? Oui, comment dire? Mais toi, tu travailles uniquement sur le manga. Oui, c'est ça. Pour l'animé, je ne sais pas tellement comment ça se passe. Apparemment, c'est plus une équipe, il me semble, pour faire les sous-titres. Et il me semble qu'ils travaillent à partir de la version anglaise. D'accord. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois A priori, que c'est ça. C'est-à-dire que Toei Europe confie un travail de traduction à généralement plusieurs traducteurs sur des missions. Et ces personnes, en fait, sont chargées de récupérer les textes, effectivement, souvent de l'anglais. Et c'est ce qui cause parfois des problèmes de traduction, de noms de techniques. D'accord. Effectivement. Très bien. Moi, je travaille toute seule sur le manga à partir du japonais. Ok, bon bah super. En tout cas, voilà, c'est intéressant d'avoir l'œil de l'expert, j'ai envie de dire, avec nous. Et donc, à la base, t'es passionné de Dragon Ball. Oui. Vraiment, c'est Dragon Ball qui m'a fait découvrir le manga, qui m'a donné... Mais du coup, t'as connu d'abord l'animé. Oui, bien sûr, Voilà. comme tout le monde. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que tu casses un cliché, c'est qu'on dit souvent Dragon Ball, c'est une série de mecs, alors que ça concerne tout le monde. Bah, complètement. Qu'est-ce qui, toi, t'a touché dans Dragon Ball? Dragon Ball, c'est un cocktail de plein de choses. Et moi, ce qui me plaît à chaque fois dans n'importe quel support, dans les mangas, dans les films et tout, c'est la caractérisation des personnages. Les personnages bien écrits. Et ça, je trouve que Dragon Ball, c'est vraiment tout. Les personnages principaux et les personnages secondaires, voilà, c'est important. ils ont tous vraiment leur caractère qui est très très bien décrit, qui est cohérent. Voilà, la cohérence au niveau de tout ça. Le personnage de Goku franchement, il a été imité de nombreuses fois, Goku, et personne n'arrive jamais à retrouver cet équilibre magnifique entre la naïveté, la force et l'humanité. C'est un personnage qui est indescriptible parce que la drôlerie tellement de subtilité. On change un tout petit aspect de sa personnalité, il devient insupportable. Enfin, voilà. Ça se voit avec Dragon Ball Super, d'ailleurs. Je me demandais si tu allais le dire. On y est. On y est. Toi, Mouloud, comment t'as découvert l'animé Dragon Ball? Comme je pense tout le monde, enfant, en regardant le Club Dorothée. Et après, il y a eu le souvenir de ce fameux jour. Et c'est drôle parce qu'on en a parlé avec Kairon, qui en parle aussi sur scène, je crois. C'est le jour où Sangoku s'est transformé en Super Saiyan. Et en fait, il y a eu une bascule totale. Et tout d'un coup, Dragon Ball, on était passé de... C'est un truc qui nous fait vraiment marrer. Et moi, j'adorais le côté blagueur de Dragon Ball. Moi, j'étais vraiment fan de Dragon Ball. Le côté blagueur, il était génial. Et j'ai vu une bascule où, quand il y a eu ce moment-là dans Dragon Ball Z, c'était devenu cool pour tout le monde d'être dans Dragon Ball. Chose qui n'était pas le cas, c'est important. Chose qui n'était pas le cas, vraiment. Dragon c'était Ball, parfois, certains considéraient que c'était un peu gamin. Hein. Exactement. Voilà. Surtout à côté de Senseiya. Voilà. Moi, je suis encore pro Senseiya total. Mais non, Dragon Ball, c'est un truc qui a changé plein de trucs dans ma vie. Ça se trouve, je ne serais pas là s'il n'y avait pas eu Dragon Ball. Parce que, à l'époque, l'animé avait beaucoup de retard, comme tu l'as dit dans la première partie de l'émission. Voilà. Enfin, sur Dragon Ball. Sur la diffusion de l'animé, ouais. Et sur Dragon Ball Z, c'était encore pire. Il fallait regarder 8 semaines pour avoir une réponse à une phrase. Et en fait, c'est comme ça que j'ai rencontré le groupe La Caution. C'est parce qu'à l'époque, Hightech avait des vidéos, à l'époque, en PAL, des enregistrements japonais de Dragon Ball. Et j'avais sa petite sœur qui était avec moi en 6e ou 5e. Et je suis allé frapper à sa porte pour avoir une cassette. D'accord. Donc c'est comme ça que... Tout est parti de là. Tout est parti de là. Dragon Ball, créateur de liens sociaux depuis... Et au-delà de ça, d'amitié. Je pense que sans cette histoire-là et sans La Caution, il n'y aurait pas eu la suite, il n'y aurait pas eu Click. Donc quelque part, on doit il n'y aurait pas eu nous non plus. Il n'y aurait pas eu nous. Donc c'est pour ça que Dragon Ball, c'est un marqueur très important dans ma vie.
Et je pense que c'est le cas pour plein d'amitiés, en fait. Ça a créé plein d'amitiés, plein de connexions, parce que Dragon Ball, comme Senseiya, c'est un déterminateur de valeurs. Et il y a un tronc commun dans l'affect qu'on a avec les personnages. Les troncs du shonen qui se répercutent sur nous, quoi. Et c'est là où on voit où une œuvre, elle est importante ou pas. C'est-à-dire qu'il y a des animés, puisqu'on est dans la thématique, on va les regarder, et puis on va peut-être les oublier. Il ne va pas y avoir forcément de répercussions sur nous. Là, Dragon Ball, on est sur quelque chose qui a marqué toutes les générations. C'est-à-dire toutes les générations, encore aujourd'hui. Tu es d'accord avec moi? C'est quelque chose d'intergénérationnel complètement, Dragon Ball. Totalement. Et il y a quelque chose d'assez fort là-dedans, c'est que, en fait, il vient d'y avoir une publicité pour le prochain RPG Dragon Ball. DBZ Kakarot, effectivement. Et je crois que ça illustre tellement bien ce que tu es en train de dire. C'est la raison pour laquelle tous les gens de la communauté, d'ailleurs, quand cette pub est arrivée, ils se sont sentis touchés au plus profond. Ouais. C'est qu'il y a ce trentenaire qui est en train de rentrer du boulot avec son costard et il croise des gamins qui crient Kamehameha dans la rue. Et ça le ramène à lui, il teste le RPG, il rappelle quand il était gamin en train de faire des kamehameha dans la douche, sa mère en train de le surprendre avec les cheveux dressés. Mais encore une fois, ça casse une idée reçue, c'est qu'on est de la même génération. Ouais. Dragon Ball, c'est pas un truc d'enfant, c'est pas un truc uniquement masculin, c'est intergénérationnel. Totalement. Ouais, ça touche tous les âges. C'est pour tout le monde. Et c'est encore une preuve, c'est intergénérationnel, mais ça n'a pas marqué que les passionnés, etc. Ça a marqué tout le monde. Tout le monde. Je crois que Goku est aussi populaire que Mickey, un truc comme ça maintenant, non? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, Goku... Je l'ai inventé. Non, mais le fait de voir que ce soit la mascotte des JO... C'est là où j'allais en venir. Et après, avec plusieurs autres héros de shonen. Mais quand tu vois... Je te coupe, pardon. Quand on voit une firme américaine comme McDonald's, qui fait des pubs en France, qui pourrait prendre des héros américains, ils prennent Sangoku. Oui, mais c'est preuve que, et pas que en plus en France, dans plusieurs pays dans le monde, c'est quelque chose qui est intergénérationnel, qui est international. C'est pas forcément quelque chose qui est facile à mettre en exergue quand on a une œuvre universelle, en fait. Elle est universelle. Ouais. Et aujourd'hui, c'est une œuvre qui continue de vivre avec la licence Dragon Ball Super. Là, on a le dernier film, Broly. Alors, ils me l'ont même pas offert alors que j'ai fait une voix dedans. C'est normal. Mais c'est vrai, tu fais qui? Voilà. J'allais le rappeler, mais il veut le dire très vite. Non, je veux le DVD. Non, tu ne l'auras pas. Et évidemment, Mouloud fait une voix dedans. Je vous laisse deviner qui. C'est un des sbires de Freezer. Voilà. Donc. Comme un Canal+. Ok. Et on le disait, quand on voit ta casquette aussi, c'est une licence qui vit encore aujourd'hui. Là, ça, c'est la dernière collection chez Célio. Moi aussi, le pull. Ouais. C'est quelque chose qui vit encore en termes de merchandising. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est important encore dans le cœur des gens. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on est encore attaché autant à Dragon Ball et on a encore envie de posséder des objets, du merchandising? Moi, je dirais que même plus je vieillis, plus j'ai envie d'en avoir. C'est-à-dire que plus je vais vers la quarantaine, plus chez moi j'ai des figurines, des Midcloth de Senseiya, et je suis capable de porter une casquette Dragon Ball dans la rue sans que ça fasse ado. C'est bizarre, c'est des trucs que je me vois assumer adulte et que je ne me voyais pas assumer avant. Parce que c'est devenu cool, entre guillemets, et c'est rentré dans les mœurs aussi. Avant, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'animé, c'était considéré comme quelque chose de marginal si on regardait de l'animé. Toi, en plus, toi, t'es une femme. Oui. Est-ce qu'on ne disait pas un petit peu, non, mais ça, c'est pour les gars, comme disait Mouloud, ce genre de choses? C'est pour les garçons, c'est pour les gamins. Fallait vraiment s'affirmer en tant que fan de manga au lycée. C'était très, très dur. On était forcément marginalisés. Et même en fac de japonais, quand je suis entrée en japonais et que je disais que j'étais fan de manga, j'ai dit, ah bah oui, d'accord, tu passeras pas la première année, c'est n'importe quoi. Mais moi, dans mon métier de journaliste, quand je parlais de Dragon Ball, j'en ai parlé très tôt à la télévision, on voulait me dire c'est intéressant, mais tu parles de sous-culture. Je dis non, Dragon Ball, ce n'est pas la sous-culture, c'est la culture. Dragon Ball, c'est un pan culturel très important de notre époque. C'est une des œuvres les plus marquantes depuis ces 30 dernières années. Donc, c'est la culture, c'est pas la sous-culture, c'est pas la contre-culture. Dragon Ball, c'est la culture. On dit Walt Disney, c'est la culture. Akira Toriyama, c'est Walt Disney. Mais bien sûr, c'est le Walt Disney, on va dire, du manga, entre guillemets, puisque aussi, ce qui est très fort et très important, c'est qu'il a inspiré après toutes les autres générations de mangaka. C'est-à-dire que sans Dragon Ball, il n'y aurait pas Naruto. Sans Tortue Géniale, il n'y aurait pas Jiraiya. Bah oui, sans Dragon Ball, il n'y aurait pas One Piece. Aujourd'hui, que ce soit Kishimoto ou Oda ou n'importe qui, tous, respectent l'œuvre de Toriyama, mais revendiquent aussi son inspiration. Est-ce qu'on peut dire héritage, son héritage? Et c'est pour ça que je parle de culture avec un grand C pour parler de Toriyama, c'est quand on voit toutes les œuvres qui en découlent, le créateur de One Piece, le créateur de Naruto,
qui sont aujourd'hui à l'origine d'autres œuvres majeures, ils ont grandi avec ça dans le sang. Ils ont tous aujourd'hui entre 30 et 40 ans. Et ils sont bercés à Dragon Ball depuis qu'ils sont en âge de lire. Et ce qui est génial, c'est de voir effectivement qu'on a Toriyama qui a fait un melting pot, il a fait un pot pourri, son œuvre, elle mange à plein de râteliers. Et il finit lui-même par inspirer d'autres. Donc ça crée un cycle, c'est super positif. Et c'est marrant de voir justement à quel point il a réussi à créer une œuvre qui est à la fois cohérente, mais en même temps, il a vraiment créé presque une légende. Mais c'est, je pense aussi pour ça, tu parlais tout à l'heure du lien intergénérationnel, du fait que plusieurs générations finissent par s'intéresser à l'œuvre. Je pense que ça vient de là. C'est que déjà, on peut se reconnaître en plein de personnages différents dans l'œuvre d'origine. Mais en plus de ça, on a cette sensation que c'est pas ancré dans une époque. On regarde Dragon Ball aujourd'hui, même si l'animé a peut-être un petit peu vieilli, on lit Dragon Ball aujourd'hui, on n'a pas l'impression que ça a été écrit en 84. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu un espèce de tollé sur la toile quand on a vu dans un épisode de Dragon Ball Super, je ne fais pas plus de spoilers que ça, un héros avec un téléphone portable qu'il avait oublié et qui était injoignable. C'était inconcevable dans Dragon Ball. Ils se parlent par la pensée, je sais pas. Il y a des téléphones aussi, hein. Ouais. Il y a des téléphones, mais pas encore portables. Mais oui, il y a une sorte de c'est anachronique peut-être, parfois certaines... Mais comme Star Wars, on revient à Star Wars. Tu as dit un truc super intéressant, pardon, je t'ai coupé. Non. Tu as dit un truc super intéressant dans la première partie, c'était le fantasme de Toriyama de faire quelque chose d'aussi fort que Star Wars. D'abord, c'était juste une inspiration mécanique, mais il a réussi ce que George Lucas a réussi, c'est de créer un mythe fondateur. Et une saga intemporelle. Mais le côté mythe, il est intéressant parce que les personnages de Dragon Ball ont une portée mythique. Ils sont canoniques, les personnages de Dragon Ball. C'est vraiment, ils ont tous des arcs hyper précis et on sait très bien, comme on regardait les héros de la mythologie grecque, j'aime pas dire les dieux parce que je crois pas à Dieu au pluriel, mais quand on voit les héros de la mythologie grecque, ils avaient ce mythe fondateur. Et en fait, Dragon Ball a réussi à reproduire ça, et je trouve que c'est là où Toriyama s'est dépassé. Au début, il a copié la forme de Star Wars, mais il a réussi à faire ce que personne n'avait réussi à faire, un mythe fondateur aussi puissant que les Jedi contre les Sith. Il faut avouer aussi qu'on parlait tout à l'heure de l'animé, son arrivée en France. L'animé a totalement transcendé le travail de Toriyama. Tu parlais tout à l'heure de la première transformation de Goku en Super Saiyan. Le manga, c'est une case, les cheveux sont tout d'un coup dressés jaunes. Enfin blanc sur les cases. L'animé a rajouté toute cette mise en scène, ce travail aussi des seiyuu, des comédiens japonais. Donc on a une conjugaison de talents qui est folle. Et français. Qui, voilà, on peut... Excuse-moi, je t'ai coupé. Largement. Non, mais t'as tout à fait raison. Mais c'est une conjugaison de talents et aussi une capacité à sentir l'air du temps, en fait. Ouais. Je pense que tous les deux, on avait un héros, c'était John Connor, dans Terminator 2. Et quand on voit Trunks débarquer, on voit John Connor, en fait. Bien sûr, les cyborgs, c'est Terminator 2. Donc, et en fait, on voit la même esthétique, la même arrogance. C'est-à-dire que Trunks, on l'a vu une fois avec son épée, il parlait pas dans les premières cases. Et nous, on l'a tout de suite vu comme arrogant parce qu'on aimait John Connor et que c'était un ado arrogant. Il y avait quelque chose de mystérieux. C'est là où Toriyama a été très fort, encore une fois. Et c'est encore plus fort puisqu'on parle d'œuvres intemporelles. Pourtant, c'est complètement... Terminator, c'est un marqueur temporel en termes de culture. Et pourtant, aujourd'hui, Trunks, même si on n'a pas la référence de Terminator, c'est toujours aussi puissant. Évidemment. C'est là où Toriyama fait la différence, vraiment. C'est là où on voit que Dragon Ball, c'est une œuvre à part entière, unique. Exactement. Et un mythe. Mais comme il y a aussi un rapport au genre dans Dragon Ball, avec les cyborgs qui sont androgynes, ça a permis aussi à plein d'adolescents de se reconnaître dans les cyborgs. Ça a senti, pareil, le mouvement emo arriver... avant que ce soit hyper populaire, il a toujours senti l'air du temps. Quand on voit la mode dans Dragon Ball aussi, aujourd'hui, on voit des créateurs qui font les fringues que portent les héros de Dragon Ball. La femme de Toriyama l'a beaucoup aidé là-dessus. Hein. Oui. Par exemple, la tenue de Trunks, ou je crois que c'est celle de C-18. Enfin, il y a plein de petits détails comme ça de look où, en fait, la femme de Toriyama était mangaka. Elle était passionnée de stylisme et elle a, comme ça, une fois de temps en temps, donné des petits conseils. Toriyama, justement, s'inspirait aussi des retours des gens autour de lui. Un de ses meilleurs amis, c'est Masakazu Katsura, c'est l'auteur de Zetman, Video Girl Eye. Et c'est lui, si je ne dis pas de bêtises, à qui on doit le look du Super Saiyan 3. Donc, une fois de temps en temps, voilà, comme ça, il prenait des idées, il disait, bon, voilà, je ne sais plus comment avancer. Et ses amis venaient, je veux dire, en renfort. Ouais. Il y a aussi une autre caractérisation de Vegeta, par exemple, quand on voit Vegeta en civil, souvent la mode, elle est inspirée de Tony Montana. Il a toujours des chemises hawaïennes, il a toujours des trucs de couleur. Chemise rose. Voilà, alors que c'est un méchant.
Donc il y a quand même ce côté où Toriyama fait toujours des hommages à des œuvres hyper marquantes en fait. Et c'est bizarre, on a l'impression qu'il a les mêmes références que le cinéma qui a inspiré la culture urbaine. Bah, c'est complètement ça. Je pense que les références sont vraiment connexes et il les a assumées vraiment. Il les a assumées parfois avec des références plus ou moins directes, comme on l'a vu Trunk, comme on l'a vu Superman dans Dr. Slump, et de manière un petit peu plus subtile, que ce soit dans des caractères aussi, que ce soit dans des tenues, que ce soit dans des looks, dans des attitudes. Ouais. Il y a quelque chose, en fait, cette force a vraiment tout regroupé dans une seule et même œuvre. Est-ce que pour vous, justement, toutes ces caractéristiques font que Dragon Ball, c'est une licence éternelle? Une œuvre éternelle, tu veux dire? Je me vois mal dire non. Franchement, pour ma part, je vois que j'aime ça depuis que je suis gamin. Je vois que je suis vraiment devenu actif sur les communautés depuis 12 ans. Et pourtant, je participe tous les jours, mais tous les jours, on trouve un truc intéressant à dire. Que ce soit sur des trucs récents ou même des trucs anciens. Et on découvre encore des choses en fouillant dans les vieux magazines, dans le V-Jump, dans le Weekly Shonen Jump. Oui, éternelle et fondatrice, vraiment. Ça a transformé notre génération. Je pense que ça va continuer à inspirer la génération qui vient aussi. Et on peut maintenant comparer avec Dragon Ball Super. Est-ce que Dragon Ball Super va rester dans les esprits comme Dragon Ball? Ou comme Dragon Ball GT. Quoi? On a dit qu'on parlait pas du cousin relou. On l'a pas invité. On l'a pas invité. Dans Dragon Ball, il y a tout, quoi. Tout le monde c'est la vie, peut en y fait. trouver. C'est la vie. Moi, je suis pas très d'accord avec le côté éternel de Dragon Ball. Ah oui? Ah ouais? Non, je pense que ça va perdurer encore une ou deux générations, parce que nous, on fera découvrir Dragon Ball à nos enfants, qui le feront peut-être découvrir. Mais quand on regarde Disney, tout le monde pensait que Mickey, ça allait être un truc... moi, je me vois pas montrer Mickey à mes enfants, je leur montrerai ça. Mais Mickey a 80 ans, et il existe encore, il y a le journal de Mickey, c'est quelque chose qui perdure dans l'esprit, et c'est une icône. Le truc, c'est que l'arc intéressant de Dragon Ball, il est fermé, que la fantaisie de Toriyama, elle est impossible à retrouver et à émuler, il y a un seul Toriyama, toutes les personnes qui ont repris l'œuvre pour l'instant, c'est pas concluant, et ça sera éternel si des personnes arrivent à reprendre cette fantaisie-là. Et pour l'instant, c'est plus une reprise mercantile qu'une reprise d'esprit Dragon Ball. Donc je ne pense pas. Walt Disney a réussi à transmettre le savoir Disney. Et c'est pas sur une seule saga. Exactement. Et c'est, pour moi, vraiment, c'est encore une fois l'analogie avec Star Wars. C'est-à-dire que George Lucas a fait ce qu'il avait à faire. Il a fait trois trucs sublimes qu'il a supervisés. Et le reste, c'est de l'anecdote. Et donc je pense que c'est pareil avec Dragon Ball. Pour moi, Dragon Ball s'arrête... Je vais me faire des ennemis, ça s'arrête à Cell. Ah ouais, non, t'es dur là. Voilà, et le reste, c'est rigolo, c'est super, mais quand Cell se ferme... Pour moi, c'est le plus grand arc, en fait, qui se ferme. Freezer, Cell, c'est la quintessence. Il paraît que Toriyama voulait l'arrêter à Freezer. Mais bien sûr. Mais il voulait l'arrêter tout le temps. Parce que Et c'est Torishima qui le forçait à continuer. Mais oui, tu es d'accord avec moi, c'était Freezer, c'était la fin de Dragon Ball. Pas vraiment. Alors, nous, on l'a ressenti comme ça. Il y a eu une très forte rumeur, effectivement, qui confirmait que... moi, c'est ce que Torishima m'a dit. Voilà, C'est vrai? Ouais. C'est de lui que j'ai ma source, Kanzenshou en fait. avait ressorti des interviews justement de Toriyama en disant la rumeur a dû partir de ce petit truc-là, mais effectivement, il n'y a rien eu d'officiel d'écrit confirmant ça. Mais Torishima, c'est quand même le directeur de publication. Je m'écrase. Non, mais il y a énormément de rumeurs sur un Toriyama qui était fatigué, qui était au bout du rouleau et qui voulait arrêter. Et en fait, surtout, quand on voit le premier esprit de Dragon Ball, le mec n'était pas parti pour faire une saga de... Ah non, mais ça, non, évidemment. Et puis, quand on connaît Toriyama, on l'a dit en première partie, c'était quelqu'un qui était un petit peu... Voilà, c'est pas sa passion initiale, le manga. Il était un peu flemmard. On rappelle, il a fait un one-shot comique parce que ça prenait moins de temps qu'un shonen. Voilà, il voulait faire une aventure rigolote. Donc, et c'est pour ça qu'on l'a retrouvé d'ailleurs en même temps que Dragon Ball, sur du jeu vidéo également. Il devient chara designer sur plusieurs jeux vidéo. Dragon Quest, Tobal. Vous avez Tobal, comme bagarre en 3D. On y a joué ensemble. Bien sûr, Tobal. Parce qu'il essaye un petit peu aussi de s'évader mais donc c'est pour ça que je pense que ça ne sera pas malheureusement une œuvre éternelle. C'est que
je vois pas qui peut reprendre le flambeau. Alors, étant dans ce sens-là, effectivement, moi, quand je pensais Éternel, c'est est-ce que le manga Dragon Ball, donc qui est fini en 42 tomes, va rester culte dans sur le très cœur long terme. Oui, c'est comme ça que j'avais interprété voilà, la question. Je ne pense pas qu'elle va perdurer. Je suis d'accord avec vous dans ce sens-là. Voilà, je suis d'accord avec nos invités pour ce côté-là, et je suis d'accord aussi avec toi sur ce côté-là. Mais ça va perdurer parce que, comme on l'a dit, aujourd'hui, c'est les bases fondatrices du shonen moderne, c'est Dragon Ball. C'est-à-dire que Naruto, on le répète pour les plus grands, Naruto, sans Dragon Ball, ça n'existe pas. One Piece, ça n'existe pas sans Et d'ailleurs, Dragon moi, Ball. j'étais réfractaire à Naruto pendant longtemps, Oui. parce que je voyais un héros habillé en orange avec les cheveux jaunes, et je voulais pas. Mais oui. Est-ce que je comprends? Et quand je suis tombé dans Naruto, j'étais cuit, quoi. C'est merveilleux aussi. C'est merveilleux aussi. C'est très différent. Et c'est ça, justement, c'est la force. En fait, que ce soit Matsumoto, que ce soit Oda ou les autres, ils ont réussi. Kishimoto. Ouais. J'ai dit quoi? Matsumoto. C'est un énorme mangaka aussi, mais c'est pas le même. C'est ma première télé. Donc non, c'est des auteurs qui ont vraiment quelque chose à dire. Toriyama déplorait que beaucoup d'auteurs jeunes, en fait, copiaient des choses déjà existantes. Partait sur des codes shonen un peu standardisés, avec un héros qui est face à l'adversité, qui arrive à se surpasser, etc. Mais il y en a quand même qui arrivent à tirer leur épingle du jeu en apportant vraiment une fraîcheur, réinventer des choses, des principes, des idées. Et c'est, je pense, ceux qui ont tout compris, c'est ceux qui à la fois arrivent à s'inspirer de ce qui s'est fait, y compris Toriyama, et ceux qui arrivent à insuffler leur propre vision. Parce que c'est ça aussi Toriyama, c'est une vision, c'est une personnalité, c'est quelqu'un qui... en fait, qui ne se destinait pas à faire du shonen, la bagarre, les gros bras, et qui finalement s'est retrouvé un peu contraint à cause de l'opinion des lecteurs et son éditeur qui le poussait. Donc je pense qu'il y a cette alchimie qui rentre en ligne de compte. Comme Son Goku se destinait pas à être le sauveur de la planète alors qu'il venait d'ailleurs. C'est sûr. Mais il y a une analogie qui est assez intéressante, puisque bon, Toriyama... Il y a énormément de lui dans son personnage. Ouais. Bah, c'est normal. Toriyama, c'est un peu le Goku du monde du manga, parce que aujourd'hui, c'est quelque chose qui marche énormément, mais il y a eu aussi une vague creuse, très creuse. Mais quand on voit le succès de Dragon Ball maintenant, du fait de notre génération, qui le multiplie par 2 ou par 3 en le transmettant à d'autres générations, il y a quelque chose, moi, qui me donne de l'espoir, c'est que l'œuvre commence à être respectée au cinéma. Quand on voit la sortie de Broly, c'est déjà un pas en avant en termes de qualité. Et pour l'instant, il y a eu cette infamie qui est le film... comment il s'appelait déjà? Dragon Ball Evolution. Ouais, je l'ai oublié. Je crois que je me suis fait hypnotiser pour l'oublier. Voilà. Mais il y a peut-être un espoir pour qu'il y ait des films intéressants, avec des acteurs intéressants. Je pense que ça peut être ça la prochaine étape, quoi. Fédois, tu vois un nouveau film live Dragon Ball? Déjà, j'ai pas voulu voir le premier. Tu ne l'as pas vu? Non, je l'ai pas vu. J'ai pas voulu m'infliger ça. Je n'ai pas ressenti le besoin. Et moi, de base, je vois jamais vraiment l'intérêt d'adapter un manga, quelque chose en dessin avec des vrais acteurs. Pas forcément en live, mais quand on voit par exemple le travail qui a été fait sur Broly. Tant que ça reste du dessin. Et je reprends l'analogie avec Disney, c'est que si on avait des super productions d'animation et qui mettaient des moyens encore plus conséquents, on aurait des choses hyper intéressantes. Mais encore une fois, Broly, on aimerait bien que Toriyama soit derrière. Pour DBS Broly, sauf erreur, ils ont vraiment créé un département à proprement parler chez Toei pour justement se donner à fond dessus. Et la chance qu'on a eue, c'est que non seulement on a un character designer qui est arrivé avec vraiment une vision très différente de ce qui s'est fait jusqu'à présent dans les dernières années, est assez proche de ce qui s'est fait dans les années 90, donc il y a eu toute la nostalgie qui est ressortie, mais également des animateurs à qui on a quand même lâché la bride. Alors oui, ça crée des incohérences de style entre les séquences, mais en même temps, ça leur permet de s'exprimer à fond. Et moi, ça je me suis éclaté patate. en salle, quoi. Ça fait presque film d'auteur, tellement il y a de différences entre les séquences et on s'ennuie jamais. Franchement, pour moi, après on va conclure là-dessus, mais DBS Broly, pour moi, c'est un film qui est réussi vraiment, tant sur le fond que la forme, et la forme était très importante, puisque ça fait longtemps qu'on est dans un style très DBS. Et pas très Yamamoto. Voilà. Et pas DBZ. Là, on a retrouvé cette patte qu'on avait perdue à l'époque. Là, on voit le Broly original. Mais moi, j'aimerais bien voir une suite, quand on voit l'explosion des plateformes qui arrivent, là, de voir une série annexe ou un spin-off à la Mandalorian de Star Wars,
J'aimerais bien avoir une série. C'est compliqué chez Dragon Ball, des spin-offs. Ils te font des Dragon Ball Heroes, etc. Mais c'est irregardable. Voilà, c'est totalement commercial. Hein. C'est irregardable. Ça s'en cache pas. Hein. Voilà, ça s'en cache pas. J'ai regardé Dragon Ball Heroes dans l'avion. Je voulais vraiment être dans un train. Alors, on conclut sur quelque chose. Tout à l'heure, on a parlé de quelque chose qui nous rebute énormément, c'est Dragon Ball GT. Et à ma plus grande surprise, sur les réseaux, dès que je parle de Dragon Ball GT, j'ai énormément de gens, de jeunes, qui me disent « Mais attends, moi, Dragon Ball GT, j'ai bien aimé, il y avait ça de cool, il y avait ça de cool. » Il y a quelque chose à sauver de Dragon Ball GT. Je crois que ça a un rapport avec la pollution. Le réchauffement climatique. C'est quand même partie de ce que Toriyama aurait peut-être fait s'il avait continué le manga. C'est lui qui a designé le logo, le look des personnages, qui a donné les premières directions en disant bon bah voilà, il va y avoir des Dragon Ball dans l'espace, etc. Et on retrouve dans les premiers épisodes un petit peu l'humour de DB que lui il aime. Avec les robots notamment. Oui. Les petits robots, et ça a fini par partir en direction des DBZ parce que les audiences, elles étaient en train de se casser la guelle. Donc, pour ma part, je pense qu'il y a des choses à sauver Vegeta avec dans une GT. moustache. Vegeta moustache. C'est-à-dire que c'est la confirmation que Vegeta est algérien. Algérien, oui, c'est sûr. Hein. Mais on ne voulait pas voir Vegeta avec une moustache. Et les cheveux courts. Bah ouais. Pour moi, c'est une infamie. Hein. Vegeta moustache. Ah non, c'est hérésie totale. Végétage. Végétage. Bon, on va conclure là-dessus, mais je vais conclure en vous montant ma jolie veste quand même. Parce que, elle est magnifique. Voilà, elle sort d'où Célio. Uniqlo aussi a fait une collection Dragon Ball pour. Ouais, là, c'est toutes les marques. Là, c'est la collection Célio. Et franchement, la casquette aussi, etc. C'est très, très belle collection. Et évidemment, je pense que ça. Vous savez quoi ? C'est mon cadeau de Noël ? C'est pas ta taille, mais vas-y, je t'en achète une et on vous la fera gagner sur les réseaux. Voilà, allez, c'est cadeau, génial. Ça fait plaisir. Merci. Donc voilà. Très belle imitation de Shenron pour terminer cette émission. Merci Shenron, merci d'être venu. Shenron était avec nous. Donc, je vous remercie en tout cas. C'était une émission un petit peu différente des autres, puisqu'elle était vraiment placé sous le signe de la passion et de la conversation. Exactement. Et j'étais content et ravi de vous avoir avec moi pour cette superbe émission. Et moi, j'aimerais vous inviter à regarder sur MyCanal tous les épisodes de Dans la légende, parce que je suis extrêmement fier que cette émission soit sur notre chaîne de télévision. C'est gentil. Voilà. Et je suis, j'en profite, je suis extrêmement fier de la faire ici, parce que c'est pas ailleurs qu'on peut aborder ce genre de sujet. Non. C'est sur Click TV et j'en suis extrêmement fier. Voilà. Merci nos abonnés, on vous aime. Voilà. Merci, à bientôt pour un nouvel épisode de Dans la légende. Abonnez-vous encore plus.